Le fil du funambule. Sur le fil étiré, le danseur de cordes défie l'abîme et échappe par son art à la catastrophe. La métaphore nietzschéenne du funambule est le modèle dont nous voudrions nous inspirer pour essayer de penser la situation de crise qui est la nôtre. Si j'ajoute un discours à tant de discours déjà tenus, c'est en effet pour dire simplement ceci. Oui, nous sommes dans une situation instable, dangereuse, critique, susceptible de mal se terminer. Oui, nous sommes sur une ligne de crête, entre deux versants vers lesquels il nous faut, tant bien que mal, éviter de verser. Nous avons l'art pour ne pas sombrer en vérité. Et nous verrons que les points de bascule qui à chaque fois nous menacent sont légion. Ceci pour dire mon agacement devant les réactions malveillantes de tous les bavards arrogants qui prétendent avoir trouvé la bonne stratégie, la solution miracle qui pourrait mettre fin définitivement à la pandémie. Devant l'ampleur de la crise, en ce moment qui est le plus dramatique de notre histoire, il me semble que nous vivons en pleine situation d'incertitude et que nous marchons dans les ténèbres. Cette crise d'origine écologique n'est pas seulement sanitaire, mais elle est aussi économique, sociale, politique. Elle ne nous lâchera pas. On ne vaccine pas contre ce genre de péril. La double stratégie qu'on nous propose dans la lutte menée aujourd'hui contre la maladie nous met déjà en présence d'une antinomie, de deux propositions contradictoires, d'une sorte de curieuse ventriloquie de la raison. Dans l'arène dialectique, la thèse s'oppose à l'antithèse, et elle nous mène toutes à l'impasse, c'est-à-dire, en ce qui nous concerne, à la catastrophe. Le confinement conduit à brève échéance au chaos, donc à un mal pire que le remède. Mais viser l'immunité collective, en laissant se développer l'épidémie, ferait exploser les systèmes de santé et conduirait au sacrifice des plus fragiles. L'héroïsation de cette stratégie par certains ne change rien à l'affaire. Cette vision héroïque qui refuse de sacrifier la liberté à la santé ou à la vie nue s'inscrit dans l'optique du darwinisme social, celle de Herbert Spencer, âme et épine dorsale du libéralisme. Elle revient à sacrifier cyniquement les populations les moins aptes. Elle a pour corollaire la critique du surveiller-punir d'un État qui prendrait prétexte de la maladie pour attenter à nos libertés fondamentales, pour justifier son pouvoir arbitraire et verrouiller toujours plus une société de surveillance et de contrôle. On voit que le conflit de ces deux stratégies repose sur des présuppositions morales et philosophiques. Analysons-les systématiquement, en mettant le doigt sur les points de bascule entre quatre séries d'antinomies correspondant aux quatre titres des catégories. Premièrement, quantité, mondialisation versus repli nationaliste. On a accusé la mondialisation d'avoir transformé en pandémie l'épidémie née sur les marchés d'animaux sauvages à Wuhan. Cette mondialisation n'est autre en effet que le visage économique de l'arraisonnement planétaire de la technique. Car quand les flux continus de personnes, de biens, de marchandises, de capitaux circulent toujours plus vite par le monde, la différence entre le proche et le lointain se neutralise et ils réduisent tout à quelque chose de disponible jusqu'à l'anéantissement. Supprimer la distance tue, écrivait René Char, et peu à peu, le monde devient immonde, et au terme de l'Anthropocène, le désert croît et nous engage dans une 6e extinction. Mais il y a un autre visage de la mondialisation qui nous a fait prendre conscience comme jamais que nous étions embarqués dans une aventure commune et qu'une concorde était possible.
La seule façon de mettre les gens ensemble, c'est encore de leur envoyer la peste, écrivait Camus. Et il est vrai qu'il y a aujourd'hui chez nous un consensus au sujet du retour de l'État-providence, d'une politique de relance keynésienne, sans parler des tentatives de mutualisation de la dette au sein de l'UE. Et pourtant, si la peste nous a été envoyée, elle a provoqué aussi le grand retour du souverainisme, du nationalisme, du populisme, du repli identitaire sous toutes ses formes. À l'occasion de cette crise, l'UE a donné elle aussi le triste spectacle d'une foire d'empoigne. L'extrême droite et l'extrême gauche souverainiste ont beau jeu maintenant de réclamer des mesures en faveur de la préférence nationale. Si la globalisation capitaliste a sorti de la misère des millions de pauvres airs, le nationalisme en revanche, c'est la guerre, disait Mitterrand. Il faudra bien sortir par le haut, en trouvant un point d'équilibre entre ces deux solutions extrêmes. Deuxièmement, quantité, nature versus civilisation. C'est au moment où il y a, de par le monde, des hommes qui suffoquent, qui s'étouffent et qui s'éteignent dans d'effroyables convulsions, que la planète, elle, respire, et que le ciel de Pékin retrouve l'azur, que les canaux de Venise redeviennent clairs et poissonneux. Entre la nature et la civilisation, il faudrait donc choisir. C'est en tout cas la thèse de l'antispécisme ou de l'animalisme de Peter Singer. L'écocentrisme qui intègre les animaux sans distinction d'espèce dans la même communauté morale que l'homme serait radicalement incompatible avec l'anthropocentrisme d'un humanisme qui a mis l'homme au centre du monde et qui est à l'origine de l'exploitation effrénée de la nature. Mais en dégageant sous le sujet auto-fondé de l'humanisme métaphysique, le Dasein, qui dit la dignité de l'homo humanus, foncièrement ouvert à l'existence, Heidegger nous a rappelé qu'il n'y a d'humanité véritable que dans la pauvreté, le remerciement et la gratitude. Tant que l'homme est sans merci à l'égard des animaux, tant qu'il n'entend pas leur appel et ne parle pas en faveur de ceux qui, justement, ne sont pas transis par le logos, il demeure inhumain. Entre nature et civilisation, il n'y a pas à choisir. Les deux thèses concurrentes sont parfaitement compatibles et le funambule peut garder son équilibre. Troisièmement, relation. Monde d'avant versus monde d'après. Ma crainte, c'est que le monde d'après ressemble furieusement au monde d'avant, mais en pire, nous dit Jean-Yves Le Drian. Comme la récession menace, l'urgence est maintenant à la relance, et bientôt avec les plans sociaux et les licenciements, la protection de l'environnement n'apparaîtra plus comme une priorité. Les seuls gagnants de la crise risquent d'être la pollution au plastique devenue exponentielle et des régimes devenus plus autoritaires que jamais. Mais par ailleurs, avec le confinement, nous avons fait ce que nous devions faire depuis longtemps pour le climat. Suspendre, ralentir, consommer moins, découvrir ce à quoi nous tenions vraiment. C'est possible. Nous en avons administré la preuve. La crise sanitaire pourrait donc être l'occasion providentielle d'atterrir, enfin, selon l'expression de Bruno Latour, c'est-à-dire de préserver une terre habitable. Et pourtant, de même que les conquêtes sociales ne sont pas tombées du ciel à l'initiative des juristes bourgeois, mais ont été arrachées à la classe dirigeante par des grèves illimitées et des occupations d'usines, de même, la sortie de l'immonde, le retour au monde, ne peut venir que de l'action des classes géosociales, comme les appelle Latour, qui sont en train de se constituer de façon latérale et virale. Il n'y a rien en effet à attendre d'un État trop sensible en matière écologique aux pressions des lobbies.
On nous dira que le nouvel âge de la solidarité que certains nous promettent n'est qu'une incantation de plus et que rien ne se fera sans engager un rapport de force. Mais justement, le dérèglement climatique est là, qui va précipiter les conflits et nous obliger à des choix cruciaux et drastiques. Il va de nouveau affecter très douloureusement les plus pauvres, au moment où les plus riches se mettront, comme toujours, très confortablement à l'abri. Cela va nécessairement provoquer une interconnexion de toutes les inégalités, de ces inégalités qui ont été mises à nu et qui sont devenues déjà particulièrement insupportables avec le confinement. Sur les deux versants du problème, demain pire, demain meilleur, le dernier versant est seul une promesse d'avenir. Mais cette promesse ne peut être tenue que si elle se garde sur sa droite comme sur sa gauche, entre le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Le funambule doit toujours rétablir l'équilibre. Quatrièmement, modalité, la nécessité versus le hasard. L'Europe aux anciens parapets vivait à l'abri dans une parenthèse enchantée. Elle avait rejeté à la périphérie guerre, famine et mort. En quelques jours, elle est devenue l'épicentre d'une pandémie planétaire et un silence de mort s'est abattu sur ces villes d'habitude si animées. Aussi la tentation a été grande d'assigner une cause à ce bouleversement et de voir dans l'épidémie un formidable retour de bâton. Nous allions bientôt vaincre la mort et même nous programmer nous-mêmes. Et en un instant, nous avons régressé au statut de victime, incapable d'anticiper ce qui allait advenir. Nous savons que le mal qui nous frappe est le produit d'une mondialisation qui importe et exporte à tout va et qu'il est imputable à notre démesure. La déforestation qui, depuis les années 70, atteint la superficie du continent africain tout entier et qui continue de plus belle, l'urbanisation et l'industrialisation à outrance expliquent que les virus, avec leurs porteurs, se réfugient où ils peuvent, à proximité des villes. Cela a été le cas d'Ebola, de Nipah, de Marbourg, du SRAS, du VIH et peut-être de la Covid-19, en attendant ceux qui, sans doute, vont apparaître avec le dégel du permafrost. Mais bien avant que les apprentis sorciers que nous sommes aient déclenché d'irréversibles désastres écologiques, les épidémies exterminaient régulièrement les humains. Elles étaient vécues comme châtiment divin, punition de la Némésis, la puissance vengeresse. Pierre Nkoulima nous rappelait sur ce réseau la façon dont, pour Boko Haram, la Covid-19 était considérée comme une aide providentielle à l'extermination programmée d'une civilisation occidentale particulièrement maudite. Cette mentalité que nous jugeons archaïque est peut-être encore la nôtre quand on voit avec quelle hargne et quelle violence les nôtres intentent des procès en tout genre à un gouvernement qui, quoi qu'il fasse, aurait de toute façon été jugé coupable. Avec ces mises en accusation, nous sommes en présence de ce que Bergson appelait le mouvement rétrograde du vrai. Il consiste à chercher dans le passé les éléments qui ont conduit à l'imprévisible nouveauté du présent, et donc à projeter après coup le possible dans le passé comme s'il préexistait au réel, ce qui donne une illusion de fatalité. Ainsi, imputer rétrospectivement des torts aux acteurs d'hier, dénoncer ici leur impréparation et leur incurie, c'est leur attribuer des connaissances que nous sommes les seuls à pouvoir posséder, nous qui venons après et qui expérimentons seulement aujourd'hui les conséquences d'une crise dont l'ampleur planétaire, le taux de létalité, la puissance de contagion étaient pour la plupart absolument imprévisibles. Que l'ouest de la France, par exemple, soit très sensiblement moins contaminé que le Grand Est, c'est le fait, encore inexpliqué dans le comportement du virus, d'une chance de la chute d'un dé,
d'un partage improbable qui apporte aux uns la paix, aux autres le souci. Quand les choses arrivent sur les pieds du hasard, qui distribue heurts et malheurs, astres et désastres, cela peut provoquer ce qu'on appelle une tragédie. Alors il n'y a plus d'imputation de responsabilité possible, plus de soupçon de culpabilité, plus de théorie du complot, même si l'homme du ressentiment peut continuer à mâcher et à remâcher son impitoyable vengeance. Après tant de disputes, de querelles, de chamailleries, on pourrait perdre l'équilibre et déclarer comme certains « Je hais mon époque ». Mais on peut au contraire se réjouir de voir s'écrouler aujourd'hui tous nos remparts, se défaire toutes nos certitudes. Renvoyés à la mer, à notre fragilité, à notre finitude, nous voici contraints de tout repenser. Oui, nous avons tout perdu, mais comme le disait Simone Veil, je ne saurais vivre à une meilleure époque que la nôtre, où l'on a tout perdu.